Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'actualité Fujifilm est faible en ce moment et sera faible probablement sur la gamme X, si on en croit les rumeurs en tout cas, jusqu'à la sortie d'un XH2 en 2022. On va profiter de ce moment pour faire le point un peu sur Fujifilm et sur le marché de la photo. Alors, vous le savez, j'ai souhaité me diversifier en m'ouvrant à d'autres marques et je parle régulièrement de l'univers Sony, Canon, Nikon sur l'autre chaîne généraliste. J'ai par conséquent beaucoup de questions. Mais t'as abandonné Fuji, tu utilises quoi maintenant, etc. Alors, c'est une question que je trouve un peu hors sujet, car j'utilise évidemment pas au quotidien tout ce que je vous teste. Mon but à moi, c'est de vous donner un maximum d'informations pour contribuer au choix de votre matériel. On n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes budgets. Mon rôle à moi, c'est de vous donner des informations, pas de choisir à votre place et de vous dire il faut acheter ça, parce que ça, c'est le meilleur matériel du monde. En fait, ça n'existe pas. Donc, voilà ma réponse à cette question que je reçois encore et encore. Ce qui est certain, c'est que je défends toujours le concept d'APS-C haut de gamme que représente Fuji plus que jamais. Alors, pourquoi plus que jamais? En fait, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que finalement, l'offre APS-C concurrente à celle de Fuji, c'est majoritairement des réflexes. Et les réflexes, c'est un peu fini. Canon et Nikon ont un peu officiellement dit qu'ils arrêtaient le développement, qu'ils arrêtent même de les construire. Et aujourd'hui, en offre hybride plus APS-C, à mes yeux, il y a à peu près que Fuji qui a une offre parfaitement crédible. Alors, je sais très bien, il y a Sony qui a des boîtiers, il y a Nikon qui a des boîtiers, mais je trouve que voilà, ils sortent des boîtiers, mais en termes d'objectifs, c'est un peu le désert. Il n'y a pas vraiment la gamme et surtout l'intention sur le long terme de suivre une offre APS-C, on sent bien que c'est plein format avant tout et que l'APS-C, c'est un peu le parent pauvre. Si on peut récupérer quelque part de marché, pourquoi pas, mais c'est quand même pas le centre de l'activité. C'est pas du tout le cas chez Fuji qui reste dédié à l'APS-C. Et qui dit APS-C dit quand même prétention à être moins encombrant et prétention à être moins cher que du plein format. Malgré tout, la vie, elle n'est pas si simple sur le marché de la photo. On a une guerre qui est hyper vive sur le marché du plein format. Et on a des constructeurs qui, clairement, font vraiment des miracles en termes de compacité. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on va retrouver des 70-200 2.8 plein format qui sont plus petits que ce 50-140 2.8 APS-C. On va avoir des focales fixes ultra lumineuses qui sont plus compactes et plus légères que les optiques APS-C et souvent aussi moins chères, notamment avec des optiques de chez Tamron et de chez Sigma, que j'espère un jour feront des optiques pour Fuji, mais on peut se poser la question. Bref, les optiques Fuji, elles commencent à devenir un peu anciennes. Et peu à peu, on a certains avantages qui étaient des avantages avant de l'APS-C qui sont un peu challengés, que ça soit en termes de prix ou que ça soit en termes de compacité par du plein format. L'avantage, c'est que l'APS-C, il se situe entre le plein format et le micro 4 tiers. Et que de l'autre côté, le micro 4 tiers est quand même pas au top. On a Olympus qui est en PLS, on a Panasonic qui bouge plus beaucoup. Alors oui, je connais l'actualité, je sais très bien qu'il y a un GH5 II qui arrive et un GH6. Enfin, on peut quand même, si on se voile pas la face, se dire que ils ont connu un accueil plutôt timoré et que les gens en attendaient plus. Donc il y a quand même de nombreux utilisateurs qui sont micro 4 tiers et qui commencent à arriver vers de l'APS-C. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Fuji. Et grâce à vous, je suis en contact avec pas mal de fugistes, notamment grâce aux masterclass. À chaque fois qu'un nouveau client prend des masterclass et vous êtes plusieurs dizaines chaque semaine, ça me permet quelque part de voir d'où vous venez. Vous recevez un sondage pour la plupart. Et donc, ça me permet un peu plus de connaître vos retours. Et je me rends bien compte, il y en a plein qui viennent du micro 4 tiers. Mais je me rends aussi compte à l'autre bout que certaines personnes qui étaient en Fuji se tournent vers une autre marque. Et en fait, ça aussi, je me rends compte que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et globalement, les raisons que vous m'évoquez quand vous quittez Fuji sont régulièrement les mêmes. On va pas se voiler la face. C'est-à-dire un autofocus qui est devenu un peu trop inférieur à ce qui se fait de mieux. Je ne dis pas que l'autofocus c'est pas bon, il est très bon, mais enfin, on est toujours en décalage par rapport aujourd'hui. Un Sony A7 III qui a un peu plus de 3 ans reste meilleur au meilleur des autofocus disponibles chez Fuji. On n'a pas de 4K 120 fps, encore moins de 6K ou de 8K. On a un enregistrement vidéo qui est toujours limité à 15 ou 30 minutes et ça, je vois bien, ça gêne énormément de gens. Dès que vous voulez faire de la captation d'un spectacle ou compagnie, c'est sûr que c'est plus pratique avec un appareil qui est capable d'enregistrer sans limite de durée. Alors, on peut arguer qu'il existe des solutions avec des enregistreurs externes ou des choses comme ça, mais enfin, c'est quand même moins pratique. Et on a toujours ce manque de focale lumineuse avec un autofocus rapide. Typiquement, toute la gamme des 1.4 ou des 1.2 chez Fuji, on a toujours cet ancien autofocus qui n'est pas le plus rapide. Bref, tout n'est pas rose non plus chez Fuji, mais je pense que Fuji a quand même un énorme avantage par rapport aux autres, c'est que je trouve que c'est pas du tout une marque interchangeable. C'est pas du tout le cas comme d'autres marques
Ils ont vraiment un esprit à eux chez Fuji et on a une base d'utilisateurs qui pour rien au monde irait s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est quand même un atout qui est important pour Fuji. Fuji, c'est avant tout des boîtiers avec un look qui déchire, une science des couleurs qui donne vraiment aux photos un truc qu'on n'a pas ailleurs. On a vraiment cette capacité à choisir le JPEG qu'on va avoir en sortie de boîtier et à le personnaliser à outrance. Et il y a vraiment un truc en plus, hein, sans parler de l'ergonomie Fuji avec les molettes. C'est une ergonomie personnellement que j'adore. Bref, pour tous ceux qui donnent de la valeur à ces éléments-là, c'est clair que c'est difficile de trouver son bonheur ailleurs. Et ça explique qu'on a une base de fugistes convaincus qui ne s'intéressent pas du tout aux dernières nouveautés technologiques. Et ça, c'est plutôt bien pour Fuji. Malgré tout, je pense que Fuji a quand même un virage important à négocier, hein. On attend le X-H2. C'est un appareil qui va être extrêmement attendu et qui devrait inaugurer tout un tas de nouvelles technologies. Parmi les choses qu'on attend, on attend un nouveau capteur. Alors peut-être de 30 ou 32 millions de pixels. Moi personnellement, j'estime que ça change absolument rien. 26, 30, 32, c'est à peu près la même chose, hein. Moi, ce que j'espère par contre, c'est qu'on pourra filmer sans limite de durée, qu'on aura de la 4K 120 fps et surtout qu'on disposera d'une nouvelle génération autofocus avec des meilleures performances. Enfin, une détection des visages et des yeux 100% parfaite, une détection, pourquoi pas, des yeux des animaux. Bref, je pense qu'il y a quand même une marge de progression. Mais l'autre nouveauté qui est attendue, c'est, je pense, l'abandon du capteur X-Trans, comme Fujifilm l'a fait pour le GFX. Le X-Trans, c'est aujourd'hui probablement plus d'inconvénients qu'il n'a d'avantages. L'abandon du X-Trans, c'est avoir des fichiers RAW qui sont plus facilement manipulables sur l'ordinateur, qui demandent moins de processeur. Et aussi, ça tordrait le cou à certains reproches qui sont faits à Fuji, hein, comme le worm effect dans les logiciels, comme le fait que les fichiers Fuji n'ont pas vraiment de compatibilité avec plein de logiciels sur le marché, et notamment la suite DxO, et aussi le fait qu'on trouve parfois que on a cette impression un peu moins précise dans les verts, qui est due à cette matrice de couleurs X-Trans. L'autre virage que ne doit pas louper Fuji, c'est quand même le début des objectifs Mark II. On pensait que ce cycle, enfin en tout cas moi, je pensais que ce cycle il avait débuté avec les nouveaux 27 mm 2.8 et les 10-24 f4, mais en fait ils n'ont pas changé d'un iota, hein. C'est juste une histoire de tropicalisation et d'amélioration de la bague, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, on aurait aimé notamment que le 27 mm 2.8 ait un nouvel autofocus, ça n'a pas été le cas. Et ce qu'on attend évidemment, c'est une vraie modernisation des autofocus des objectifs de la gamme 1.4, hein. Et les rumeurs semblent dire que ça va arriver, notamment avec un 33 mm 1.4 qui devrait bientôt débarquer. Donc j'espère que Fuji va se lancer dans ce virage-là, aussi bien technologique avec les boîtiers et aussi bien de modernisation du parc d'objectifs. Et franchement, ça lui assurerait une position confortable pour les années à venir. Mais pour tout ça, je pense qu'il va falloir attendre le premier trimestre 2022. Alors je vois bien, quand je discute avec vous sur certains forums ou sur certains groupes, ça paraît une éternité pour certains. Et il y en a d'autres qui me disent qu'il n'y a rien qui presse et qu'après tout, le matériel qui est existant suffit amplement à couvrir les besoins de n'importe qui. Moi, je pense que la vérité, elle est probablement un peu entre les deux. On a quand même un marché qui est hyper dynamique et des nouveautés sans cesse sur d'autres constructeurs qui, clairement, va attirer des utilisateurs Fujis qui aujourd'hui ne retrouvent pas vraiment d'offres comparables. Et on a d'autres qui sont un peu moins friands de nouveautés tech. Donc voilà, la vérité est un peu entre les deux. En tout cas, en termes de résultats financiers, les résultats financiers de Fuji sont plutôt encourageants. Je trouve que le constructeur a bien traversé la période Covid, plutôt mieux que les autres d'ailleurs, hein. Donc les voyants sont plutôt au vert, en espérant qu'il ne loupe pas ce virage qu'il est important d'amorcer. Bref, je ne parle pas ici de la gamme GFX, hein, comme je ne traite pas de la gamme GFX sur la chaîne. J'ai pu utiliser le nouveau GFX 100 pendant 4 jours, pas assez à mon goût. L'année 2021, en tout cas, c'est celle du GFX. Hein, pour Fuji, on voit qu'ils misent gros là-dessus. On a un GFX 50 qui devrait arriver d'ici Noël. Personnellement, je ne suis pas plus convaincu que ça par cette gamme, mais je pense que voilà, Fuji rend les boîtiers plus compacts. Fuji les a maintenant stabilisés. On voit bien qu'ils travaillent sur la gamme d'optiques qui peu à peu s'étoffe. Moi, je trouve que quand même les optiques restent un peu grosses et pas très lumineuses, mais là aussi, on voit bien qu'ils travaillent là-dessus. Moi, je ne sais pas exactement de quoi est fait le futur, mais je pense que ils travaillent, ils proposent des choses, et ça, on ne peut pas faire ce procès-là à Fuji. On est vraiment sur un constructeur qui propose des offres qui sont parfois alternatives à ce qui se fait sur le marché. On a un marché plein format qui est sursaturé, hein. Je pense que Fuji a eu raison de tenter autre chose et a eu raison d'essayer d'aller trouver d'autres parts de marché et un autre public. Aujourd'hui, le volume de vente du GFX reste assez faible.
Mais je pense quand même qu'ils finiront par atteindre des bonnes parts de marché. Voilà pour cette vidéo Fuji, un virage à négocier. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que attendre encore quelques mois, c'est trop long ou est-ce que ça vous semble le bon timing? Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!